Bien, bonjour à tous. Donc, à nouveau, bienvenue pour le 10e séminaire virtuel de l'Observatoire. Et aujourd'hui, c'est Florent Mertens, donc chercheur postdoctorant au LERMA, à l'Observatoire de Paris, qui va nous parler d'un séminaire intitulé Vers l'aube cosmique. Donc, Florent, je te passe la parole. Merci Philippe, et merci aux organisateurs de m'offrir la possibilité de vous présenter ce sujet aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de l'aube cosmique et des méthodes que l'on met en place pour l'observer. Mais avant de vous expliquer en plus grand détail ce que l'on entend par aube cosmique, nous allons faire un petit voyage dans le temps. En effet, les objets astronomiques que l'on observe dans le ciel, nous les observons grâce à la lumière, les photons qu'ils émettent et que nous détectons ensuite avec nos télescopes et instruments. Et ces photons ont une certaine vitesse de propagation de l'ordre de 300 000 km par seconde. Ce qui fait que si on prend un exemple, un photon qui est émis de notre Soleil, il va mettre 8 minutes pour nous arriver sur Terre. Et si on prend par exemple l'étoile la plus proche de nous, qui est Proxima Centauri, un photon de Proxima Centauri va se propager à peu près 4 ans avant de nous arriver à nous. De la même manière, un photon de la galaxie la plus proche de notre galaxie, la galaxie d'Andromède, il va falloir 2,5 millions d'années pour que ce photon nous arrive à nous. Et donc, on peut se rendre compte en fait que le plus loin on observe dans l'univers, le plus loin dans le temps aussi on observe. Et donc, on peut observer l'histoire de notre univers comme ça. Et par exemple, on peut observer l'étoile la plus lointaine, Icarus. Un photon d'Icarus a mis 9 milliards d'années pour nous arriver. Et la galaxie la plus lointaine aussi, que l'on nomme GN-Z11, un photon de cette galaxie a mis 13,4 milliards d'années pour nous arriver. Donc, si on place ces deux objets sur ce graphique ici, qui représente l'histoire de l'évolution de notre univers, on peut voir que Icarus correspond à cette époque-là. La galaxie la plus lointaine que l'on peut observer correspond à cette époque-là. Et donc, en fait, on peut observer l'évolution de notre univers par cette manière, mais on va être très vite limité. Parce que le plus loin on observe, les objets les plus lointains que l'on observe, leur magnitude apparente va diminuer. Ce qui fait qu'il va être de plus en plus difficile d'observer des objets lointains. Et quand on les observe, ces objets comme GN-Z11, ils vont être assez particuliers en fait. Ça va être des objets avec une luminosité très, très importante, beaucoup plus importante que la majorité des objets à ces époques. Et donc, grâce à cette méthode, en fait, on peut observer l'évolution de notre univers à peu près dans cet environnement-là. Ensuite, de l'autre côté de ce graphique, il y a une autre époque de l'histoire de notre univers que l'on connaît aussi très bien, c'est le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, c'est un rayonnement fossile qui a été émis il y a environ 370 000 années après le Big Bang. Et il est dû, en fait, aux premiers photons qui ont pu s'échapper du dense plasma atomique en expansion de l'univers primordial. L'univers, en effet, était en expansion, et à un moment, les photons ont eu la place, on peut dire ça comme ça, de s'échapper. Et c'est ce rayonnement-là, en fait, que l'on observe avec c'est un rayonnement que l'on peut observer dans toutes les directions du ciel, parce que ce phénomène est arrivé dans tout l'espace à ce moment-là. Et c'est un rayonnement que l'on a très bien étudié, que l'on a observé grâce au satellite COBE en 1992, puis WMAP en 2003 et enfin Planck en 2013.
Et je pense que vous connaissez tous très bien cette carte de Planck, qui est la carte du fond diffus cosmologique. Et donc, c'est une époque vraiment très, très précise, que l'on connaît très très bien et qui nous donne tout un tas d'informations sur notre univers. Et vous voyez bien qu'entre les deux, en fait, il y a entre le fond diffus cosmologique, que l'on connaît très bien, et les galaxies et étoiles les plus lointaines que l'on peut observer, il y a une longue période de l'histoire de l'univers qui nous reste à explorer. Et donc, dans le détail, ces époques correspondent donc à juste après le fond diffus cosmologique, nous avons ce qu'on appelle l'âge sombre. À ce moment-là, comme les photons peuvent circuler, on dit que l'univers est transparent, la lumière, mais il y a encore très peu d'étoiles ou galaxies capables d'en émettre. C'est pour ça que l'on appelle cet âge l'âge sombre. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle proprement dit l'aube cosmique. L'aube cosmique, c'est le moment où les premières étoiles et galaxies vont se former. Ça apparaît à peu près quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, dans cette période-là. Ensuite, après la formation des premières étoiles et galaxies, le rayonnement de ces étoiles, en fait, va ioniser son environnement. Il faut que je vous rappelle peut-être que juste après le CMB, pendant toute cette période-là, l'univers va être principalement neutre. Les protons et électrons vont se combiner pour former l'hydrogène neutre. Et donc, pendant l'époque de la réionisation, le rayonnement des premières étoiles va ioniser cet environnement et va faire apparaître l'univers tel que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, toute cette période-là est une période en fait très capitale en fait de l'histoire de notre univers. C'est les périodes où les premières étoiles, les galaxies se forment pour faire apparaître l'univers tel que l'on le connaît aujourd'hui. Et on a très peu d'informations en fait qui nous parviennent de cette époque. Mais il y a une manière de pouvoir observer cette époque, c'est grâce au signal à 21 cm de l'hydrogène neutre. Ce signal, en fait, c'est la transition entre deux états hyper fins de l'hydrogène neutre. Je le représente ici, en fait, lorsque l'électron change d'état. Ici, ils sont dans un mode que l'on dit parallèle. Et ils vont changer dans un état que l'on dit antiparallèle. Et c'est la transition entre ces deux, en fait, correspond à une énergie qui va être émise sous la forme d'un photon. Et ce photon, en fait, il va avoir une longueur d'onde précise qui va être 21 cm. Et 21 cm, ça correspond, si on fait la correspondance en fréquence, ça va correspondre à une fréquence de 1,4 GHz. Et donc, cet hydrogène neutre a la possibilité d'émettre ce photon. Mais la probabilité de transition est en fait, la probabilité de cette transition-là, en fait, est très faible. Mais comme à ces époques-là, l'hydrogène neutre est partout, en fait, il est omniprésent, ça rend son observation possible. Et l'observation de son rayonnement, en fait, renferme de nombreuses informations sur l'évolution de l'univers et les conditions dans lesquelles les photons ont été émis. Et donc, si on place cette raie d'émission, en fait, sur le spectre électromagnétique, ça correspond ici à 21 cm. C'est ce qu'on appelle les ondes radio. Et donc, on peut l'observer avec des télescopes radio. Donc ensuite, il y a un autre phénomène important à prendre en compte, c'est l'effet de l'expansion de l'univers. En effet, ce photon, en fait, il est émis donc, avec une longueur d'onde de 21 cm au moment de l'aube cosmique, par exemple, donc en plein milieu, là. Et au fur et à mesure de sa propagation dans l'univers, qui nous arrive en ce moment, l'espace qui s'étend avec le temps
étire les ondes lumineuses qui le parcourent. Ce qui fait qu'en fait, ce photon qui est émis à 21 cm, nous allons l'observer aujourd'hui avec une longueur d'onde de 4 mètres, si c'est un photon qui correspond à un lobe cosmique. Ce qui fait en fait que ce photon de 21 cm va subir ce qu'on appelle un décalage vers le rouge. Et ce décalage vers le rouge va être de plus en plus important si il est émis à des âges encore plus lointains. Et c'est un phénomène qui est très intéressant pour nous parce que ça nous permet de faire ce qu'on appelle la tomographie. C'est-à-dire qu'un photon qui va être émis au moment de l'époque de la réionisation, par exemple, on va pouvoir l'observer, si on regarde à quelle fréquence il correspond aujourd'hui, en fait, on va pouvoir l'observer à des fréquences autour de 150 MHz, par exemple, 170 MHz, dans ces gammes-là de fréquences. Un photon qui va être émis au moment de l'aube cosmique va être émis à une autre fréquence. Et de la même manière, un photon qui va être émis au moment de la chambre va être encore émis à une fréquence encore plus basse. Ce qui fait en fait que si on prend un radiotélescope qui peut observer toute cette gamme de fréquences, à différentes fréquences, on va observer une époque différente de l'univers. Et on peut, comme ça, observer l'évolution de l'univers à cette époque-là. Ce qui est assez intéressant. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc, nous allons parler de comment observer ce signal. Donc, la première option, l'option peut-être la plus simple, c'est ce qu'on appelle l'observation globale. Dans ce cas-là, en fait, on prend juste une antenne simple et on observe tout le ciel qui nous arrive. En effet, en fait, ce signal à 21 cm, en fait, il va être émis partout, plus ou moins de la même manière, dans l'univers, en fait. Et ce qui fait que si on observe ce signal global et qu'on observe son évolution en fréquence, on peut obtenir l'évolution dans le temps, en fait. C'est ce que l'on observe ici. C'est une simulation de ce que l'on peut attendre de l'observation de ce signal. Et à différentes fréquences, en fait, correspond à différentes époques de l'évolution de l'univers. Et donc, observer ce signal global nous permet de reconstituer, en fait, on n'a pas des informations, on ne peut pas avoir des images, par exemple, comme cette simulation-là, par exemple, mais on peut obtenir l'évolution globale, en fait, de ce signal. La difficulté, c'est que, en plus du signal de cette aube cosmique, on observe aussi tout un tas d'avant-plans. Et ces avant-plans sont notre propre galaxie, qui émet aussi des ondes radio. C'est d'autres galaxies, des quasars, des supernovae aussi. Et tous ces objets, en fait, vont émettre des ondes radio. Quand on observe simplement avec une antenne radio comme ça, on va observer tout ce signal. Et si on regarde le niveau des avant-plans, ce niveau-là est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que le niveau du signal à 21 cm. Le signal émis par les avant-plans, qui est ici en Kelvin, donc vous voyez entre 3000, ça dépend de la fréquence évidemment, entre 3000 et 300 Kelvin. Et si vous regardez le niveau du signal à 21 cm, c'est du millikelvin et c'est beaucoup, beaucoup plus faible.
Donc là, il faut pouvoir séparer les deux. Une des manières, en fait, de faire ça, c'est de voir, en fait, que l'émission de ces avant-plans, en fait, est principalement due à une émission que l'on appelle synchrotron, et qui est une émission que l'on connaît très bien, que l'on sait modéliser très très bien, et qui a une forme fonctionnelle en fonction de la fréquence, que l'on connaît très très bien, qui est lisse, tel que je vous le montre ici. Ce qui fait que ces signaux d'avant-plan, très lisses, on va pouvoir les séparer du signal à 21 cm, qui est beaucoup moins lisse. Et donc, si on fait un fit de ce signal des avant-plans, on va pouvoir les retirer et faire apparaître le signal à 21 cm. Évidemment, il y a d'autres aussi phénomènes qui émettent des ondes radio, et c'est les activités humaines. Ce qui fait que si on veut observer ce signal global, on va essayer de faire ces expériences en fait, dans des endroits où il y a le moins d'ondes radio émises par l'activité humaine. Et donc sur cette carte, en fait, je vous présente quelques expériences dites globales qui sont en cours en ce moment. Nous avons par exemple l'EDA, qui est installé aux États-Unis, en Californie, à Owens Valley. Nous avons aussi Prism, qui s'est installé sur une île, donc complètement en dehors de toute onde radio d'activité humaine. Nous avons aussi l'expérience SARA, qui fait ces prises de données, ces observations dans l'Himalaya. Et nous avons finalement AGES, qui est une expérience installée en Australie de l'Ouest, à peu près dans cette zone-là. Et AGES a peut-être observé pour la première fois un signal qui peut-être est le signal à 21 cm de lobe cosmique. Donc si on reprend l'évolution de ce signal à 21 cm en fonction de la fréquence telle qu'on l'attend, il y a une période, en fait, ici, qui est assez importante, parce que on l'observe comme un profil d'absorption, en fait. Et ce profil d'absorption est dû au fait que juste après que les premières galaxies se forment, il va y avoir un découplage entre la température du gaz, 23 cm, et la température du CMB. Ce qui fait que cette température va descendre. Et avec la formation de ces premières galaxies et étoiles, les premiers rayonnements vont faire chauffer en fait cet environnement, ce qui fait que cette température va augmenter. Et ce profil d'absorption, en fait, on l'attend dans tous les modèles du signal à 21 cm. Et c'est ce qui a été observé par l'équipe AGES, qui a été publiée dans la revue Nature en 2018. Et donc, ce qu'a observé AGES, en fait, est consistant avec ce que l'on attendait. Mais si vous regardez la profondeur de ce signal-là, en fait, il est 2 à 3 fois plus profond de ce que peut prévoir les modélisations standards. Et donc, plusieurs modèles moins standards ont dû être développés pour pouvoir expliquer cette observation.
Mais il faut faire attention ici parce qu'il est envisageable aussi que le signal ne soit pas réel et dû à des effets systématiques. Et donc, cette détection, en fait, doit être confirmée. Il est tellement particulier que certains émettent encore quelques doutes et donc il doit être confirmé malgré tous les efforts qu'ont fait l'équipe Aegis pour s'assurer que ce signal était réel. C'est une des raisons, évidemment, pour laquelle il y a plusieurs expériences en fait, qui tentent de faire cette détection. Et notamment Sarah, en fait, est une des expériences qui est les plus avancées pour peut-être observer et confirmer peut-être ce signal. Donc ça, c'était les expériences globales. Il y a une autre manière d'observer ce signal qui sont l'observation interférométrique. Un interféromètre radio, en fait, c'est un réseau d'antennes qui, combinés, permettent d'obtenir des images avec une résolution correspondante à lambda sur la distance maximale entre deux antennes. Et donc c'est très intéressant parce que là, on n'a plus seulement juste un point par fréquence, en fait, on peut avoir des images. Donc on peut avoir, si je retourne ici, en fait, on pourrait envisager d'obtenir ce genre d'image tomographique où on a une image par époque de notre univers. Ce qui serait vraiment fabuleux. Évidemment, puisqu'il faut avoir un réseau d'antennes dense, avec beaucoup d'antennes, c'est bien plus coûteux et bien plus complexe. Et évidemment aussi, le même phénomène que pour les expériences globales, devant ce signal à 21 cm aussi, on a les émissions de tous les avant-plans, donc des galaxies, de notre propre galaxie. Et ces fluctuations, de la même manière que pour les expériences globales, les fluctuations des avant-plans dans l'image, ce sont des fluctuations de l'ordre de dizaines ou de centaines de Kelvin que l'on doit comparer à les fluctuations du signal à 21 cm qui sont de l'ordre de quelques millikelvin. Donc évidemment, on ne va pas observer ça comme ça. Ce qu'on va voir en premier, ce sont les avant-plans. Et il va falloir avoir des méthodes de la même manière que pour l'expérience globale pour pouvoir supprimer ces avant-plans et pouvoir révéler le signal à 21 cm. De la même manière encore aussi, on est affecté aussi par l'activité humaine qui émet des ondes radio évidemment aussi. Donc si on regarde maintenant où sont disposées les expériences interférométriques, donc il y a le LOFA qui est un réseau d'antennes qui est principalement installé aux Pays-Bas, mais avec plusieurs antennes aussi dans toute l'Europe. L'OFA, en fait, a une expérience pour observer l'époque de la résonation. Et je vais vous en parler un peu plus tard. Ensuite, nous avons NENIFA, qui est un nouveau radiotélescope installé à Nancy, qui observe à très basse fréquence et qui va pouvoir en fait observer l'aube cosmique. Et je vais vous en parler aussi un peu plus tard. Ensuite, nous avons l'expérience ERA, qui est installée en Afrique du Sud, dans le désert de Karoo. Et nous avons en Australie, sur le même site où est installé Aegis, nous avons l'expérience, le télescope radio MWA. Et dans le futur, sur ce même site, va être installé aussi le futur radiotélescope SKA. MWA vise principalement à l'époque de la réalisation, comme l'OFA, et SKA va pouvoir viser l'aube cosmique et l'époque de la réalisation.
Et maintenant, je vais vous présenter où en sont les différentes expériences interferométriques. Dans ce graphique, il y a beaucoup d'informations. Je vais essayer de vous l'expliquer en détail. Donc, ce sont les niveaux du signal à 21 cm. On va commencer par les niveaux que l'on attend. Donc, si on fait des simulations du signal à 21 cm, on peut obtenir le niveau que l'on attend de celui-là, ce qui est représenté par ces lignes grises en bas de ce graphique. Ensuite, on peut savoir quelles sont les sensibilités des différentes expériences interferométriques à détecter ce signal. Et par exemple, avec LOFA, en fait, on va pouvoir observer cette zone-là au plus profond à ce niveau-là. Pour SKA, évidemment, on va avoir un réseau d'antennes encore plus dense et étendu. Et donc, on va pouvoir observer encore plus profondément. Et donc, on va pouvoir atteindre des niveaux très bas et explorer toute cette époque aussi. Donc, l'époque de la radiation et le lobe cosmique. Et donc, si on regarde les résultats des différentes expériences pour le moment, il n'y a pas eu encore de détection, mais les expériences publient des upper limits, des niveaux les plus bas qu'ils peuvent obtenir avec leur expérience. Et donc là, je vous mets les niveaux qui ont été atteints par différentes expériences. Et les niveaux les plus bas en ce moment sont grâce au télescope MWA, qui a publié cette upper limit ici au Redshift 7, et l'expérience LOFA, donc l'expérience que nous conduisons, qui a publié ce niveau-là à une époque qui correspond au Redshift 9. Donc ça, c'est pour l'époque de la radiation. Pour lobe cosmique, ces expériences sont beaucoup, beaucoup plus compliquées. Et donc pour le moment, on n'a qu'une seule niveau limite supérieur qui a été publié très récemment et qui est grâce à une expérience faite avec LOFA. Évidemment, c'est des niveaux très importants et beaucoup plus importants que les niveaux tels qu'on attend. Même les niveaux que l'on pourrait observer avec les modèles non standards qui ont été développés après la détection de Aegis, que je vous représente ici en fait. Et donc, ce qui fait que pour pouvoir explorer cette... je reviendrai là-dessus. D'abord, nous allons commencer avec LOFA. Donc, nous allons voir comment on peut faire cette expérience avec LOFA, donc pour explorer l'époque de la radiation. Donc, l'observation de l'époque de la radiation avec LOFA. Et donc, je vais commencer par vous présenter LOFA. Le réseau LOFA, donc, c'est un réseau qui est donc principalement installé aux Pays-Bas, mais avec plusieurs réseaux d'antennes aussi installés dans toute l'Europe. Et à Nancy aussi, il y a une station dite internationale à Nancy aussi. Et les stations internationales, en fait, permettent d'avoir des distances maximales entre stations d'à peu près 2000 km. Et 2000 km, en fait, ça nous permet d'avoir une résolution dans les images d'environ 0,2 arcs-secondes à 150 MHz, ce qui équivaut à peu près, pour faire une équivalence, à avoir un télescope optique de 1 mètre. Un peu moins. Et donc, grâce à ces stations internationales, en fait, on peut obtenir des images radio à très haute résolution, comme cette image de cet objet que l'on appelle 3C196. Et si on fait un zoom ensuite aux Pays-Bas, donc on voit en fait que le réseau d'antennes devient de plus en plus dense. On a ce que l'on appelle les réseaux distants, des stations distantes. Et si on fait un zoom sur cette zone-là, on voit encore que ce réseau se densifie
avec ce que l'on appelle les stations centrales, les stations corps. Et si on fait un zoom sur cette zone-là, c'est ce qu'on appelle le super-Terre, qui est une zone dense de 12 stations centrales. Et c'est à ces échelles, en fait, que nous recherchons le signal de 21 cm de l'époque de l'annulation. Donc, le projet LOFAR-IOA, c'est un des projets clés de LOFAR. Et nous avons deux cibles principales pour ce projet, qui est le pôle nord-est, qui est une cible intéressante parce que le BIM observer le pôle nord-céleste avec un réseau d'antennes, le BIM va être constant. Et le pôle nord-céleste est aussi observable toute l'année, ce qui est intéressant pour pouvoir accumuler de nombreuses heures d'observation. Donc pour le pôle nord-céleste, nous avons observé au total pour le moment plus de 2000 heures. Ensuite, nous avons une autre cible qui est 3C196, qui est un calibrateur brillant, donc ce qui est intéressant pour calibrer notre instrument. Et nous avons observé plus de 1000 heures sur cette cible. Ce qui fait un grand nombre de données, évidemment. On a observé entre 20 et 70 terabits de données par nuit, ce qui est, si on comptabilise toutes les données archivées, on atteint plus de 5 pétabytes. Ce qui nécessite des grappes de calcul importantes pour pouvoir analyser et traiter ces données. Donc, je ne vais pas vous parler de comment toutes ces expériences sont faites en détail, mais je vais vous présenter comment un des aspects les plus importants de cette expérience est fait. Et cet aspect le plus important, c'est comment supprimer les avant-plans. Comme on a vu tout à l'heure, les avant-plans le niveau des avant-plans est beaucoup plus important que le niveau du signal à 21 cm. On a besoin de les supprimer pour pouvoir atteindre le niveau, pouvoir détecter le signal à 21 cm. Avec l'expérience LOFAR, on fait cette soustraction des avant-plans en deux étapes. La première étape, c'est soustraire toutes les sources ponctuelles que l'on peut observer dans le ciel. Et pour ça, on a besoin d'un modèle du ciel précis. Et donc, pour obtenir ce modèle du ciel précis, on a dû accumuler un grand nombre d'heures d'observation. Et pour le champ du pôle nord céleste, par exemple, tel que je vous le présente ici, on a un total pour un modèle du ciel qui comporte un total de plus de 30 000 sources ponctuelles, ce qui est pour une expérience radio en fait assez important. Un des problèmes que l'on a, c'est que le rayonnement provenant de différentes directions va subir des effets instrumentaux et ionosphères différents. Et en fait, ces effets, si on veut pouvoir soustraire toutes ces sources ponctuelles dans le ciel, ces effets doivent être calibrés. C'est ce que l'on appelle la calibration dépendante de la direction. Et donc, ce que l'on va faire, on ne peut pas évidemment calibrer toutes les sources dans le ciel individuellement, mais ce qu'on va faire, c'est regrouper différentes sources dans différentes directions. Et donc, on va calibrer dans différentes directions du ciel. On va calibrer dans différentes directions du ciel et ensuite, on va pouvoir appliquer cette calibration, cette correction des effets de l'instrument et de la ionosphère pour pouvoir soustraire ces sources ponctuelles de manière efficace. Et c'est ce que je vous présente ici. Donc ici, je vous présente des images du pôle nord céleste de nouveau. Ici, nous avons une image à grand champ. Donc, on peut voir que l'on observe, évidemment, on observe plus que le pôle nord céleste. On observe même des sources qui sont très distantes du pôle nord céleste. Et si on fait un zoom dans cette zone-là, c'est ce que l'on observe ici. Et donc ça, c'est avant la suppression, la soustraction de ces sources ponctuelles.
Et après cette étape de calibration et de soustraction, c'est ce qu'on obtient ces images-là. Et on voit donc qu'on a pu soustraire toutes ces sources ponctuelles de manière assez précise, mais évidemment, il nous reste encore un résiduel. Et ce résiduel, en fait, il faut encore le soustraire pour pouvoir atteindre le signal à 21 cm. Parce que le niveau de résiduel est encore beaucoup plus important que le signal à 21 cm. On a besoin pour ça d'utiliser des méthodes statistiques. C'est une méthode que on a développée pour l'expérience LOFA, où on utilise le fait que les avant-plans et le signal de l'hydrogène neutre peuvent être différenciés par leur régularité en fréquence. C'est ce que je vous montre ici. Les avant-plans sont assez lisses en fréquence et le signal à 21 cm beaucoup moins. Et donc on peut utiliser ce fait pour pouvoir séparer les avant-plans du signal et du bruit. Et donc, si on regarde les niveaux que l'on a avant de soustraire les sources ponctuelles, qui est ce niveau-là, en soustrayant les sources ponctuelles, on arrive à ce niveau-là. Et avec cette deuxième étape de soustraction des avant-plans résiduels par méthode statistique, on arrive à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour vous expliquer comment on peut soustraire les avant-plans dans ce type d'expérience. Maintenant, je vais vous parler de l'observation de lobes cosmiques avec Nénuphar. Donc Nénuphar est un nouveau radiotélescope en construction à Nancy qui peut observer dans une gamme de fréquences entre 10 et 87 MHz. Et donc, c'est une image satellite que je vous montre ici où nous observons, où nous pouvons voir différents, ce que l'on appelle mini-réseaux. Et donc, actuellement, il y a 56 mini-réseaux centraux qui sont déjà installés et opérationnels, avec une distance maximale entre mini-réseaux d'environ 400 mètres, ce qui donne une résolution d'environ 0,7 degrés à 60 MHz. Et vous voyez qu'en fait, ces mini-réseaux en fait, sont placés de manière très dense, ce qui donne une très grande superficie de collection efficace, ce qui est très intéressant pour notre expérience. Et en plus, en cours de mise en service, qui est déjà opérationnel, mais en mise en service en ce moment, nous avons un nouveau corrélateur qui est basé sur le corrélateur de LOFA et un premier réseau distant que je ne peux pas vous montrer sur cette image satellite, mais qui est à peu près positionné à cet endroit-là. Et planifié en cours de construction, nous avons encore 40 autres stations centrales et 5 stations distantes qui nous permettront d'avoir des images avec des résolutions d'environ 0,1 degré à 60 MHz. Alors pourquoi Nénuphar? Donc c'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure. C'est pour pouvoir observer l'aube cosmique. Pourquoi? Parce que cette expérience est très compliquée avec un télescope comme LOFA. Et SKA pourra l'observer, mais c'est dans 5 à 10 ans. Et donc, si on regarde les capacités de Nénuphar, en fait, on peut voir que Nénuphar est extrêmement capable, en fait. Et par exemple, en accumulant 1000 heures d'observation, en fait, on peut atteindre des niveaux très très bas. Et avec 1000 heures d'observation, on peut viser les modèles non standards qui ont été développés après la détection du signal de Aegis. Et on peut même atteindre des modèles un peu plus standards. Donc, comment on va faire cette expérience? Donc, cette expérience, en fait, nous l'avons commencée en juillet 2019, où nous avons commencé par des études préliminaires pour pouvoir caractériser l'instrument, l'environnement radio aussi de l'instrument, pour pouvoir faire les premières observations du pôle nord céleste avec cet instrument.
donc tout un tas d'études préliminaires. Et nous avons commencé l'observation proprement dite pour accumuler les 1000 heures nécessaires à l'observation de l'aube cosmique, en visant, comme pour l'OFAR, le champ du pôle Nord céleste. Et donc, je vous présente ici les premières images que l'on a pu faire du pôle Nord céleste avec ces observations récentes. Donc, ce sont des observations d'octobre et novembre à différentes fréquences. Ensuite, nous avons des observations qui ont continué jusqu'à environ décembre 2021, peut-être un peu plus. Et nous avons déjà commencé à traiter et analyser ces observations pour pouvoir d'abord, comme pour l'expérience LOFAR, construire un modèle du ciel précis qui va nous permettre de calibrer nos observations de manière très précise et de pouvoir soustraire des plans de manière très précise aussi. Pour pouvoir atteindre, on espère, le signal à 21 cm. Donc, je vais vous laisser avec ma conclusion. Donc, le signal à 21 cm provenant de la chambre, de l'aube cosmique et de l'époque de l'annihilation promet une nouvelle et unique son du premier milliard d'années de l'univers. Il y a de nombreux projets d'observation qui sont prévus ou qui sont en cours. Mais comme je pense que j'ai pu vous le montrer, c'est une expérience très difficile. Et l'une des difficultés les plus importantes de toute cette expérience, c'est le traitement des avant-plans et des effets systématiques. Et c'est un des défis majeurs des expériences de l'aube cosmique et de l'époque de réalisation. Pour le projet LOFAR-IOAR, l'état actuel, c'est que nous avons pu observer la limite supérieure la plus basse à Redshift 9. Et grâce à cette limite, en fait, nous commençons à écarter certains modèles du milieu intergalactique tel qu'il était à ces époques-là. Évidemment, les modèles que nous commençons à écarter, en fait, ce sont vraiment des modèles les plus extrêmes, parce que ces limites sont encore trop hautes pour pouvoir avoir une vue un peu plus précise, en fait. Mais une détection est encore possible avec LOFAR et nous travaillons très dur pour ça. Pour le projet Nénuphar Aube cosmique, nous avons fait une phase préliminaire commencée en juillet 2019 et qui s'est terminée très récemment, avec une phase d'observation proprement dite, donc accumuler les 1000 heures d'observation nécessaires à l'observation du signal à 21 cm qui a débuté en septembre. Voilà. Merci beaucoup, Florent. On voit effectivement que c'est assez compliqué. Alors, on peut entamer les questions maintenant. Je vois qu'il y a une question, un commentaire dans le chat. Boris, peut-être tu peux poser oralement la question si tu peux ouvrir ton micro, sinon je la répéterai à partir du chat, mais vas-y. Oui, on m'entend? Oui. Super. Merci pour ces explications. Moi, je suis un peu profane dans ce domaine, mais quand même, j'ai noté là que Nénuphar observe sur 10 à 87 MHz, alors que j'avais compris dans mes discussions variées que c'était difficile d'observer le ciel depuis la Terre dans des fréquences inférieures à 30 MHz. Oui. Oui. Donc, quelle est la motivation de cette large gamme de fréquences et puis, comme je ne suis pas très fort en redshift, c'est combien le redshift à 30 MHz? Donc, alors, je pense que je peux l'avoir ici. Je vais le remettre. Non, je ne l'ai pas. Mais 30 MHz, ça correspond, c'est des redshifts, combien? 50? 60? Enfin, c'est des redshifts. D'accord, c'est bien au-delà des 22, de Z égale 22 qu'on a vu sur la planche. Si je peux me permettre de compléter la réponse, pour avoir le redshift à 30 mégas, tu divises la fréquence au repos 1420 MHz par 30. Et ça te fait d'environ 50. Voilà. Ouais, d'accord. Voilà, donc on est bien au-delà du Z égale 22 qui était montré dans les expériences interférométriques en cours. Oui, parce qu'évidemment, on ne va pas observer, même pour l'expérience cosmique, en fait, on vise tout ce qui est au-dessus de 40 MHz. En fait.
On va observer entre 40 et 85 MHz, pas en dessous. Évidemment, entre 10 MHz, c'est vraiment la gamme la plus basse. De manière efficace, je pense que personne ne va observer en dessous de 30 MHz. Enfin, Philippe peut me corriger là-dessus. Mais c'était vraiment pour donner la gamme la plus étendue de ce qui est observable avec nénuphar. Non, je peux juste compléter. En fait, d'abord, peut-être une petite ambiguïté dans la question de Boris. Quand on dit difficile de voir le ciel en dessous de 30 MHz, en fait, l'ionosphère n'est opaque qu'en dessous de 10 MHz, hein, c'est-à-dire 30 mètres de longueur d'onde. Donc, on voit très bien le ciel entre 10 et 30 MHz. Simplement, quand on fait de l'imagerie, l'ionosphère perturbe beaucoup les images, puisque la perturbation, en gros, tu peux imaginer un truc que c'est en 1 sur F2, en gros, quelque part, et même pire que ça. Donc, à 10 MHz, c'est 9 fois pire qu'à 30 et 50 fois pire qu'à 70, etc. Voilà. Donc, on peut observer, mais c'est difficile de faire de l'image. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soit vous levez la main, soit vous prenez la parole. Hein. On n'est pas ultra nombreux, donc il n'y a pas de problème. J'ai une question, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'aube cosmique, mais c'était sur la diapo où il y avait les niveaux de détection et puis les modèles. Oui, ça doit être celle-là. Voilà. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans le modèle en fait? Pas les détails, mais d'une manière générale, comment on modélise ce rayonnement en fonction du redshift? Il y a beaucoup de choses en fait d'ingrédients qui vont dans ces modèles parce que donc ça inclut le signal à 21 cm en fait va nous renseigner sur beaucoup de choses de l'environnement pendant lequel il s'est formé. Il faut inclure, quand on fait ces simulations, en fait, il faut inclure beaucoup de phénomènes sur le type des premières galaxies, des premières étoiles, les premières sources de rayonnement qui ont été émises à ce moment-là. Ça inclut aussi des modèles cosmologiques, en fait, comment l'univers s'est formé. Donc, ça inclut énormément de choses, en fait. Ce qui fait d'ailleurs aussi que, en changeant différents paramètres de ces modèles très complexes, on peut obtenir des niveaux complètement différents. J'en montre deux, mais il y a toute une gamme de modèles qui vont nous donner des choses complètement différentes. Et ce qui fait en fait que ensuite, on va pouvoir confronter ces différents modèles avec ce que l'on observe à différentes redshifts, et on va pouvoir interpréter en fait ensuite ce que l'on détecte pour pouvoir savoir ce qui s'est passé à ces époques d'antenne. Voilà. D'accord, merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question naïve. Tu as dit que dans les âges sombres, l'univers était transparent à la lumière, mais qu'il n'y avait simplement pas de source à ce moment-là. Et par rapport à l'émission H1, est-ce qu'à partir de la recombinaison jusqu'à la rayonisation, est-ce que l'univers n'est pas absorbant en H1 justement, puisque l'hydrogène est neutre? Oui, c'est un peu une simplification que j'ai fait là. Et en fait, une fois que c'est rayonisé, donc il devient transparent en H1, puisque justement les atomes d'hydrogène sont ionisés. Donc on n'a plus les transitions H1. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi naïves que celles qu'on vient de poser en particulier? Alors, merci à Florent pour le séminaire. C'était un sujet difficile parce que c'est quand même des choses qui sont assez subtiles à saisir. Et donc, merci pour les explications. Et puis, à bientôt en 2021 pour le prochain séminaire. Et puis sinon, celui-ci sera sur YouTube dans quelques temps. Voilà. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup.